Si nous examinons le pavement de la cathédrale de Sienne, nous découvrons un personnage qui initie Moïse. Ce personnage figure un roi d'Égypte. Ailleurs, nous le retrouvons qui initie Orphée. À propos de ces initiés, il n'est pas nécessaire de présenter Moïse, que nous connaissons pratiquement tous comme le libérateur du peuple hébreu, qu'il guida durant l'Exode hors d'Égypte où il était maintenu en captivité. Nous connaissons moins le personnage grec Orphée, qui reste cependant encore le patron des poètes. Par exemple, un homme qui n'était pas sans génie, Jean Cocteau, décrivait que ce personnage, Orphée, s'était métamorphosé en Oedipe. Mais d'une manière classique, on sait surtout que Orphée perdit 2 fois sa compagne Eurydice, à moins que ce n'ait été sa compagnie ou son peuple qui l'ait perdu 2 fois, car toutes ces légendes étaient évidemment fortement empreintes de symbolisme, et tous ces initiateurs, disait-on, étaient comme mariés à la foule de leurs disciples. Pendant ces 15 premiers siècles, le christianisme crut donc que ces 2 personnages, Moïse et Orphée, avaient eu pour initiateur commun un roi d'Égypte. Et puisqu'il avait été leur initiateur, qu'ils avaient tous 3 été contemporains. Et donc, avec la légende de cet Égyptien d'une très haute antiquité, les 15 premiers siècles de notre ère se sont représentés une fondation unifiée de l'Occident. La chrétienté avait même des idées précises sur ce fondateur, puisqu'elle le figurait monothéiste, ayant fourni à Moïse les tables de la loi, qui décrivaient les lois sociales, et d'autre part, celles qu'on appelait les tables d'émeraude, qui décrivaient les lois de la matière. Et encore, prétendait-on savoir, avait-il en Égypte même bâti une utopique cité solaire que les gens du Moyen-Âge appelaient Adocentine. Comme ce pharaon lui-même s'était dit inspiré par Hermès, on l'appelait pour cela Hermès triple maître, autrement dit Hermès trismégiste ou encore le triplex. On peut voir sur un graphique la durée d'influence de ce légendaire roi solaire, démarrant avec Moïse et Orphée, passant par Jésus-Christ, tout du moins selon l'opinion du Moyen-Âge, puisque aujourd'hui, comme l'indique ce schéma, cette influence ou cette reconnaissance s'est dissipée. En effet, les figures mythiques, dit-on, sont faites pour être oubliées au regard du principe de la réalité. Et ce fut le sort du triple maître. Cependant, j'en parle présentement. Et à ce fait, n'est pas étrangère l'ultime particularité qui a fortement distingué Hermès Trismégiste parmi les mythes courants. C'est qu'on lui attribuait des livres. C'est Hermetica, qu'on appelait aussi Corpus Hermeticum, une compilation de chapitres que l'on savait incomplètes, furent lus pendant tout le Moyen-Âge. Car pour finir, ce fabuleux personnage, outre qu'il ait eu transmis les lois de la société et qu'il ait eu transmis les lois de la matière, avait encore, disait-on, transmis les lois de l'écriture. On l'appelait Hermès Thoth, quand on voulait souligner cette fonction. Et à cette occasion, il avait laissé à la civilisation ses propres écrits. Nous pouvons donc juger de l'immense importance du triplex, qui fut estimé au patronage des 3 champs d'application de la connaissance humaine, lesquels correspondaient aux 3 degrés de la magie, qu'on désigne aujourd'hui sous d'autres noms.
Par exemple, la science. Et le triplex était considéré comme le patron de la magie naturelle, c'est-à-dire l'observation des phénomènes de la nature. Il était secondement considéré comme le patron d'une magie céleste, c'est-à-dire une théologie, qui était d'une religion du Père prophétisant celle du Fils, de sorte que de tels textes furent considérés comme canoniques par les pères de l'Église, aussi vénérables et de même valeur que les textes hébreux avec lesquels ils formèrent à égalité et pendant 15 siècles les deux piliers du christianisme. On mesure à quel point nous l'avons oublié aujourd'hui. Enfin, Hermès Trismégiste était-il le démiurge, troisièmement, d'une magie cérémonielle, autrement dit, une psychologie collective, voire une politique, selon l'idée de l'Europe qu'avait cru pouvoir lire dans les Hermetica le dernier des herméticiens, Giordano Bruno. L'oubli du triple Hermès date d'une objection. L'objection a eu lieu en 1614, quand un dénommé Casaubon, un Genevois qui résidait à Londres, attribua les écrits hermétiques à l'œuvre de faussaires, lesquels, dans un but publicitaire, auraient fait croire que le christianisme avait été prophétisé plus universellement qu'avec le seul peuple hébreu ou le peuple élu. On appelle datation de Casaubon cette autocritique chrétienne qui date et situe la construction des Hermetica au IVe siècle après Jésus-Christ. Le graphisme peut mettre en parallèle et comparer la notion moyenâgeuse diffuse et la stricte délimitation que permit Casaubon. Donc, à partir de 1614, on pensa qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, des faussaires auraient cherché à faire croire qu'un Égyptien avait prophétisé le christianisme. Or, ainsi dénoncée, lorsqu'une image idéale est découverte comme étant un mensonge, s'ensuit un deuil narcissique qui conclut à n'en plus jamais faire état. Hermès Trismégiste était non seulement une erreur, mais de surcroît il devenait une fiction honteuse, voire un handicap promotionnel. Son oubli fut donc total, parce que la cause était entendue, parce que c'était une tâche dans la morale religieuse. Au besoin, si le souvenir du triplex avait filtré, il serait frappé à l'âge moderne de ridicule. Car, à côté des scientifiques, Hermès Trismégiste resterait en trônant pour avoir été le patron des alchimistes. Cependant, ce n'est pas à ce titre ni pour cette raison que j'en parle maintenant, mais parce qu'avec le souci général qu'elle prend pour explorer les anciens mythes et légendes de l'humanité, la science, avec l'université, révise et reconsidère aujourd'hui les croyances désuètes qu'on avait du triplex. Évidemment, c'est de façon beaucoup plus critique que par le passé que cette synthèse universitaire reprend la connaissance de l'hermétisme. Elle a été entamée dans les années 1940 par l'école anglaise d'histoire. Et d'abord, en notant que cet hermétisme provenait de l'ancienne ville égyptienne d'Alexandrie, l'historienne londonienne France Yates
rendit au Moyen Âge l'histoire événementielle de ce qui s'appelle par excellence l'hermétisme alexandrin. Il faut certainement remarquer que cette savante fut d'une carrure exceptionnelle, car dans le même mouvement où elle exhume l'hermétisme, Iatès explora à la fois le mécanisme de la mémoire elle-même. En étudiant l'art classique de mémoire, elle atteignait alors le pur grade de théoricienne dans l'histoire. Dans ses travaux, elle se référa à la fondation légendaire de cet art par le grec Simonide de Chéos, dont les méthodes et la théorie de la mémoire furent précisément connexes à l'hermétisme. Car Simonide, l'inventeur de l'art classique de mémoire, fit dériver son art de l'emploi et de la science de l'écriture telle qu'elle fut dite initiée par le triplex. Cette véritable soudure entre l'hermétisme et un certain art de la mémoire rend d'autant plus singulier le fait de l'oubli qui frappa le trismégiste. C'est pourquoi, avec Iatès, nous en avions étudié le détail. Et nous avons appris alors que l'objection de Casaubon, à l'évidence efficace, était pourtant une objection solitaire et isolée, et encore faible et précaire. Elle ne prenait appui que sur des croisements littéraires pour juger de littérature, et sans que pendant des siècles son argument n'ait été objecté. De surcroît, cet argument, l'argument de Casaubon, était de qualité médiocre, comme le firent bientôt remarquer des scientifiques et des théologiens malheureusement emprisonnés. Mais tel est le fait, il n'y a pas d'autre base que ce seul et unique argument pour fonder tout l'oubli d'une valeur si caractéristique et si importante du Moyen Âge. Or, pour finir, cette objection déjà faible et précaire doit être aujourd'hui absolument rejetée en nullité. Car l'archéologie et des fouilles sur le bord du Nil à Nag Hammadi, des fouilles qui eurent lieu en 1950 et qui ne furent rendues publiques qu'en 1970, ont extrait de la terre d'Égypte des livres hermétiques faisant partie du corpus connu. Or, l'examen atteste que ces opuscules sont matériellement antérieurs à la datation de Casaubon. Et donc, sachant aujourd'hui que des chapitres du corpus antérieurs au christianisme ont prophétisé le christianisme, il serait illégitime de ne pas admettre que notre connaissance est ramenée, quant à l'hermétisme, à la situation du Moyen Âge. Avec un progrès cependant, car les hermética présentent maintenant une double qualité. D'abord, nous sommes fondés à croire que le triple Hermès a existé, avec autant de certitude que Jésus-Christ. Deuxièmement, nous sommes provoqués à nous interroger sur notre condition d'oubli et de discrédit à son sujet. Dans cette situation, la première chose que nous ayons à faire est d'examiner la circonstance de Casaubon et de sa datation suspecte. On découvre alors que pendant le siècle précédent 1614, l'intérêt pour Hermès triplex faisait l'objet d'une inflation croissante. Et si nous remontons à la source de cette exaltation,
nous apprenons qu'en 1465, Cosme de Médicis, un Italien à Florence, reçut d'Orient des chapitres du corpus qui complétaient ces Hermetica que l'on savait incomplets. Sous le titre de Pimandre, il les fit traduire à un érudit de Florence, l'italien Marsile Ficin. Et ce savant, au fil de la traduction, conclut que, en prenant connaissance du Pimandre, alors il n'y avait plus de raison de faire de différence entre l'initié Moïse et l'initiateur Hermès Trismégiste. Autrement dit, le roi égyptien et Moïse faisaient une seule et même personne. Par la suite, de nombreux philosophes et théologiens accentuèrent le point de vue de Marsile Ficin, au point même que certains papes déclarèrent leur religion égyptienne, au détriment du christianisme, de sorte que leurs successeurs déclarèrent ces idées hérétiques, mais leurs successeurs de nouveau revenaient aux idées ficiniennes, et de nouveau leurs successeurs les déclaraient hérétiques, et ainsi de suite. C'était le siècle de Magellan, c'était le siècle de Copernic, c'était le siècle de la réforme luthérienne, c'était le siècle qui vit de profonds bouleversements dans les politiques d'intégration des communautés juives en Europe. Et c'était le siècle où le projet des herméticiens concernant l'Europe se précisait. Or, ces projets s'avéraient en opposition avec ceux du Vatican. Il s'ensuivit donc un traitement drastique, car une quasi-dépersonnalisation en 1600 paraissait menacer l'identité occidentale. Et on résolut cette menace en éliminant le problématique triplex comme on ampute une jambe gangréneuse. Et pour cela, on comprend que, sans souci pour son caractère faible et précaire, la brève thèse de Casaubon fut une aubaine pour oublier Hermès Trismégiste. Seulement, de nos jours, la description universitaire de l'hermétisme et la découverte de Nag Hammadi et la compréhension des alibis qui provoquèrent l'oubli, tous ces éléments offrent un matériel considérable qui décrit les états variables du souvenir. Dans ce cas, il s'agit d'un souvenir collectif. Et ces vicissitudes au cours de l'histoire dessinent une sorte de panorama chronologique, scandé par la réception du corpus hermeticum par la collectivité. On constate effectivement qu'au moment où le corpus fut manquant, à l'âge moderne encore récent, l'opinion concevait une Égypte tout à fait séparée d'un Moïse tout à fait hébreu. Tandis qu'au moment où le corpus était partiel, c'est-à-dire au Moyen-Âge, l'opinion concevait une transmission d'un roi d'Égypte à Moïse, de même qu'à Orphée. Et troisièmement, quand le corpus fut complet, c'est-à-dire à la Renaissance, l'opinion conçut une stricte identité entre un roi d'Égypte et Moïse. De plus, guidé par ces premières mises au clair, un examen retrouve aisément que pendant les 4 siècles précédant Jésus-Christ, une Égypte ptolémaïque connaissait le corpus au complet.
Et à l'instar du moment de la Renaissance, où le corpus était aussi complet, pendant cette période ptolémaïque, l'opinion reconnut en Moïse un roi égyptien exilé. Et puis, à une période encore plus ancienne, dans une Égypte ramsidienne, on apprend que le corpus était totalement manquant. Et à l'instar de l'époque moderne récente où le corpus fut manquant de même, l'opinion déclarait alors la totale séparation de l'Égypte et de la figure de Moïse. Pour compléter ce panorama chronologique, aujourd'hui, à partir de 1960, les fouilles de Nag Hammadi nous rendent au corpus complet. Nous devrions donc envisager qu'on estime actuellement de nouveau une base unifiée de l'Occident à partir d'un roi égyptien, incidemment nommé Moïse. Mais évidemment, cela nous laisse imaginer toutes sortes de fortes oppositions affectives. Dans cette conjecture, nous sommes tentés de faire appel à une science des mécanismes affectifs des masses. Mais nous n'en connaissons pas, si ce n'est seulement une science des mécanismes affectifs des individus. Il s'agit de la psychanalyse. Or, son fondateur, à moins que ce ne fût par coïncidence, Freud ne se privait pas de dire qu'il devait y avoir de grandes analogies entre les affects individuels et ce qu'on pourrait appeler une psychologie collective. Les souvenirs collectifs, les oublis collectifs, les passions collectives, bref, toutes sortes de mécanismes quasi psychiques. Comme pour confirmer cette analogie, la séquence panoramique que nous venons de voir ressemble trait pour trait à une certaine séquence que la psychanalyse appelle le refoulement. On pourrait donc s'attendre à ce que cette science fût adéquate pour opérer face à certains problèmes que soulève la reconnaissance d'Hermès Trismégiste. Eh bien, selon l'expression consacrée, cette attente a été pleinement satisfaite, puisqu'elle a même été devancée par la psychanalyse. En effet, alors qu'il ignorait tout de l'hermétisme, à partir de 1900, Freud s'est spontanément occupé intensément de Moïse et de son éventuelle initiation égyptienne. La raison de cela tient à ce que, au moment où naissait la psychanalyse, l'égyptologie découvrait un pharaon méconnu, monothéiste et réformateur, qui avait bâti une cité solaire et qui avait régné à l'époque où on situe l'Exode, et dont les successeurs ensuite, un certain Ramsès II entre autres, avaient presque réussi à effacer toute trace. Il s'agit du pharaon Akhénaton, ce personnage énigmatiquement disparu, redécouvert par l'égyptologie. Freud, qui était très intéressé par la relation entre le psychisme et la religion, y porta sa vie durant une attention soutenue. Puisque Akhénaton avait régné en 1350 avant Jésus-Christ, en instaurant un monothéisme, au moment où le monothéisme de Moïse devait apparaître, Freud estima que les deux monothéismes ne pouvaient pas être sans lien, du fait de leur proximité temporelle et géographique. Et dans ce cas, puisque la religion d'Akhénaton, qu'on appelle l'atonisme, attestait ses racines dans les tables de la religion de On, qui avait fait l'aube de l'histoire égyptienne, c'était l'atonisme qui avait influencé la religion de Moïse
et non pas le monothéisme de Moïse qui avait influencé la religion d'Akhénaton. En concluant que la religion de Moïse fut initiée par un roi monothéiste égyptien, Freud, sur ce point, rétablit, sans le savoir et sans en avoir connaissance, la conception de l'hermétisme moyenâgeux. Cependant, l'hermétisme décrivait deux transmissions issues du roi égyptien, une branche hébraïque et une branche hellénique, l'une vers Moïse, l'autre vers Orphée. Freud ne cite que celle de Moïse. C'est son disciple, Karl Abraham, qui, vers 1912, compléta la similitude avec le modèle hermétique, sans qu'il le connaisse non plus au demeurant. Il décrivit sur une branche hellénique la ressemblance entre Oedipe et Akhénaton. Seulement, lors de discussions publiques à ce sujet, par deux fois, Freud s'évanouit, de sorte que ses disciples n'abordèrent plus tellement la question, et on laissa en friche la piste de Karl Abraham. Cependant, ces malaises montraient bien l'effort qu'il fallait accomplir pour retrouver l'histoire, en toute ignorance des riches indications du Moyen-Âge. En contrepartie, l'ingénuité de Freud permit qu'il introduise deux différences dans l'exposé de la nouvelle opinion par rapport à celle du Moyen-Âge antérieur à la Renaissance. D'une part, Freud accentua spontanément le rapprochement de l'initié Moïse à l'initiateur roi d'Égypte. Il déclara l'homme Moïse égyptien. Un homme de la cour, pensait-il. Mais sans atteindre cependant le point de vue de la Renaissance, c'est-à-dire la stricte identité entre Moïse et le Pharaon. Et deuxièmement, d'une manière tout à fait originale, il pensa que ce Moïse égyptien avait été assassiné une fois la mer Rouge franchie, c'est-à-dire aux environs du Sinaï. Finalement, Freud ne publia sa thèse que quelques jours avant sa mort, c'est-à-dire un peu avant 1940 à Londres. Et pendant 20 ans, les choses restèrent en l'état. C'est en 1960 qu'un psychiatre américain, toujours ignorant de l'hermétisme, Immanuel Velikovsky, reprit la piste laissée en friche par Karl Abraham. Pour comprendre ce que fit Immanuel Velikovsky sur la pensée psychanalytique traditionnelle, il suffit de se rapporter à ce que fit Marcille Ficin sur la pensée moyenâgeuse traditionnelle. On se souvient qu'à la Renaissance, Marcille Ficin, au vu de documents fraîchement acquis, montra et conclut sur la branche hébraïque la stricte identité entre l'initié Moïse et l'initiateur Hermès, roi d'Égypte. Immanuel Velikovsky va opérer de la même manière sur la branche hellénique. Car, au vu de documents fraîchement acquis, c'est-à-dire en employant l'égyptologie au XXe siècle, il montra et conclut que Oedipe et Akhénaton forment une seule et même personne. L'intervention intellectuelle de Velikovsky, on le remarque, s'appuie sur l'Égypte connue au XXe siècle et sur le contingent grec des œuvres traditionnelles, particulièrement celles qui sont dues à Sophocle, un auteur dramatique qui mit en scène vers 400 avant Jésus-Christ des légendes qui étaient oralement courantes depuis la fondation d'Athènes, c'est-à-dire vers 1000 avant Jésus-Christ.
Les travaux de Velikovski sont évidemment l'occasion d'apprendre le souvenir que les Grecs avaient conservé d'un facteur important de leurs origines. C'est une féconde occasion aussi de comprendre mieux les méthodes des historiens grecs. Et les anecdotes qui concernent l'œuvre de Velikovski sont instructives aussi. Mais dans l'axe circonscrit de notre examen présent, la première chose à remarquer concerne le fait que Velikovski n'exploita pas toutes les pièces que Sophocle consacra à Oedipe. Il ne confronta à l'égyptologie que Oedipe roi et Antigone. De sorte que Velikovski, aujourd'hui défunt, nous laisse poursuivre son examen avec la troisième de ces pièces, qui s'appelle Oedipe à Colonne, et qui décrit l'exil du roi de Thèbes. Suivons cet examen. Si Sophocle est historien, et si donc Oedipe est Akhénaton, en décrivant que Oedipe s'exile de Thèbes thessalienne, la pièce Oedipe à Colonne décrit que Akhénaton s'exila de Thèbes égyptienne. Et du même coup, le Moïse égyptien de Freud et Akhénaton paraissent ne faire qu'une seule et même personne. À ce point, nous devons faire une remarque. Nous sommes en train de réaliser une triple reconnaissance d'un roi égyptien dynastiquement nommé encore sous un autre nom, Aménophis IV, sous les figures d'Akhénaton, de Moïse et d'Oedipe. On remarque et on constate alors que si l'identification de l'Égyptien débute par celle de Moïse, elle aboutit à une impasse. C'est le refoulement au Moyen Âge, c'est l'hypothèse du meurtre avec Freud. Tandis que si l'identification de l'Égyptien débute par Oedipe, elle ouvre des horizons en éclairant de façon corrélative la branche de son codisciple et en décrivant son identité. De surcroît, la précision de ces reconnaissances est considérablement plus développée à l'âge moderne et selon cette branche hellénique. Car la pièce Oedipe à Colonne décrit les conditions de l'exil, à savoir que le roi est poursuivi et qu'il est menacé. Et pour mettre fin à ces poursuites, il choisit de se faire passer pour mort, afin que, disparaissant à nouveau, il puisse livrer une seconde initiation à Thésée, le fondateur d'Athènes. À vrai dire, à Colonne, Oedipe perd une deuxième fois son royaume ou sa compagnie. Mais surtout, si nous y reconnaissons Akhénaton, nous découvrons alors l'identité triple d'Aménophis IV, lequel, dans sa petite enfance, aurait été élevé hors du royaume. C'est l'hypothèse de Jacques Lacan lorsqu'il s'intéresse à la question. Puis, de retour, le jeune roi rejette le nom de son père. Il se nomme Akhénaton. Ensuite, réformateur, il règne avec sa mère. Tout cela est connu par l'égyptologie. Mais sa réforme échouant, il s'exile d'Égypte en direction du nord. Voilà qui est nouveau. Mais s'il avait la moindre jugeote, c'est ce qu'il fallait qu'il fît. Et ses successeurs le pourchassant, il abandonne ses initiés, laissant qu'on le dise assassiner,
et délivre une seconde initiation. Nous noterons en passant que si on date la naissance d'Athènes de la première ligue de Délos, qui se situe après l'effondrement de la Crète, elle a lieu effectivement quelque temps après la disparition d'Akhénaton. Quant à Freud, nous noterons en passant que lorsqu'il hypothèque le meurtre de l'Égyptien, Freud traduit donc la propagande des successeurs d'Akhénaton. Propagande explicable car elle réalisait la conjugaison de trois intérêts. Tout d'abord, l'Égypte conservait sa réputation et son statut d'intégrité, tandis que Israël, en contrepartie, garantissait le monothéisme. Et Athènes allait développer l'initiation démocratique sans être inquiétée. Parente à celle de la Renaissance, une crise affective accompagne cette interprétation. C'est l'ingénuité de Freud par rapport à la connaissance de l'hermétisme qui permet de mettre en lumière son mécanisme. Car il permit l'analyse de cette crise en termes de psychopathologie du narcissisme. Car d'une part, elle fut signifiée par Freud, cette crise, en termes d'inhibition. Il en fit part dans des lettres adressées à la psychanalyste parisienne Marie Bonaparte, lui témoignant la sensation de paralysie qu'il éprouvait en pressentant la vaste dimension qui s'étendait au-delà de son interprétation sur Moïse. Et d'autre part, elle fut cliniquement traduite par le même Freud en termes d'une inquiétante étrangeté, ainsi qu'il dénomma le phénomène qu'il avait éprouvé lorsqu'il avait foulé la terre d'Œdipe à l'occasion d'un voyage sur l'Acropole. Il fit part de cela dans des lettres à Romain Rolland. Mais la pensée collective du XXe siècle est aussi très indicative sur ce sujet, voire symptomatique. Par exemple, les travaux du philosophe allemand Heidegger montrent comment la civilisation présente des fantasmes issus du refoulement. C'est pourquoi la psychanalyse semble la voie propice à éclairer ces questions. En même temps, elle montre aussi sa profondeur, dans la mesure où c'est à travers ses vicissitudes critiques, quand elle est capable d'en avoir, qu'elle est instructive. Car Freud commença par des erreurs, qui paraissent après coup des nécessités, puisque ces bévues firent le lit où s'inscrit la pièce Œdipe à colonne. Cette pièce qui explique la raison du fantasme du meurtre du roi en fuite, selon la figure incidemment de Moïse, mais masquant une retraite plus profonde jusqu'à Colonna, qui fut l'ancien nom de la cité troyenne. En toute rigueur, le lieu exact de cette seconde retraite reste une hypothèse, même si elle est très argumentée. Par contre, tous les termes précédents que je viens de dire sont, eux, actuellement vérifiables. C'est pour satisfaire aux critères de la scientificité que ces éléments vérifiables doivent être secondairement, de surcroît et finalement éprouvés à l'inscriptibilité dans les données déjà acquises par la science. Cette habilitation ou cette inscriptibilité atteint un haut niveau avec cette interprétation. Elle s'atteste en effet sur 3 degrés.
dans l'espace de l'événement lui-même. Deuxièmement, dans son voisinage. Troisièmement, dans le cours de l'histoire occidentale. Examinons l'un après l'autre ces degrés. Et d'abord, dans l'espace de l'événement lui-même, cette identification d'Akhénaton est positivement inscriptible dans certains des manques qui subsistent en égyptologie. Car l'égyptologie ne sait rien de la fin du règne d'Akhénaton. Et l'égyptologie ne sait rien de la fin d'Akhénaton lui-même. Et l'égyptologie n'a jamais retrouvé la momie d'Akhénaton. Deuxièmement, l'acharnement compulsif de ses successeurs à effacer la trace du disparu est une énigme, à moins qu'il ne soit resté d'une façon ou d'une autre menaçant. Au point qu'une génération après la fin du règne de ce pharaon, de très célèbres événements eurent lieu, centrés autour de Kadesh, une plaine du Liban actuel. Événements à l'occasion desquels Ramsès II effectue d'importantes négociations avec les peuples de la région afin d'obtenir de leur part une damnatio memoriae, c'est-à-dire l'effacement des chapitres de la diplomatie qu'ils avaient entretenus avec Akhénaton, de sorte qu'une génération après son règne, plus aucune trace ne subsiste du pharaon monothéiste. Cet effacement de l'histoire est une des caractéristiques de la politique des Ramessides. Mais nous pouvons reconnaître deux voisinages où cette inscriptibilité ressort néanmoins. D'abord, dans son voisinage hellénique, cette identification d'Œdipe est adaptée aux légendes grecques. Et elle corrobore l'organisation sociologique et l'usage des mystères dans la transmission du savoir en Grèce. Enfin, elle explique l'histoire grecque sur bien des points. Et entre autres, parmi ceux-ci, les événements qui succèdent à Alexandre de Macédoine, qui conquit l'Égypte en 330 avant Jésus-Christ. Car la dynastie des Ptolémées, qui lui succède à Alexandrie, imposa la domination grecque sur l'Égypte pendant les 3 siècles qui suivirent, c'est-à-dire jusqu'au christianisme. Et durant cette période, les historiens égyptiens, libérés de la politique des Ramessides, réouvrent certains dossiers et particulièrement révèlent qu'à leur mémoire, le dénommé Moïse avait été un souverain d'Égypte, un homme d'une haute spiritualité, réformateur, qui s'était exilé en compagnie d'une cohorte de ses fidèles. Deuxièmement, dans son voisinage judéo-chrétien, cette identification de Moïse est d'abord accordée au ministère hébreu, c'est-à-dire à l'ancienne alliance, qui opère sur le principe selon lequel un voile recouvre l'identité de Moïse du moment où le peuple est élu à partir de son séjour sur le Sinaï. Ensuite, elle est accordée aux conditions de la nouvelle alliance, c'est-à-dire au ministère chrétien, qui a lieu du moment où le voile sur l'identité de Moïse est levé. Tout cela est attesté par telle épître que la seconde de Paul aux Corinthiens, ou par d'autres descriptions des évangiles. Et de surcroît, en concordance avec les données ptolémaïques que je viens de relater. Passons maintenant au 3e degré d'inscriptibilité de cette découverte d'Akhénaton, c'est-à-dire son inscriptibilité dans l'histoire indo-européenne. Si nous suivons cette histoire, par exemple,
selon l'illustration de la migration est-ouest de la déesse Europa, cette dernière aurait donc subi, au cours de son chemin, une influence venue d'Afrique. Et si cette influence est reconnue comme cette triple identité d'Amenophis IV, elle est inscriptible comme la suite des événements antérieurs. Car effectivement, elle est conséquente à l'histoire antécédente de Sumer et de Babylone. Puisque certains traits caractéristiques et singuliers de la légende de Sargon, le fondateur de la Babylonie, se retrouvent de façon caractéristique et singulière dans la légende de Moïse. Et qu'à une époque plus proche d'Akhénaton, à Mari, en Mitanni, le roi babylonien Hammurapi avait transmis à son peuple des tables de la loi, c'est-à-dire un code civil qui lui avait été dicté par la divinité céleste. Or, c'est en Mitanni qu'Akhénaton passa le plus probablement son enfance. Et si ce n'est le cas, il est tout à fait certain que la fameuse mère d'Akhénaton entretint avec ce pays d'importantes relations. Après les événements antérieurs, ensuite, sur l'autre versant du chemin d'Europa, cette triple identité d'Amenophis IV est inscriptible de façon causale dans les événements ultérieurs, c'est-à-dire les événements hébreux et grecs, évidemment, mais aussi les événements romains et moyenâgeux, et bien entendu ceux de la Renaissance que nous avons vus, et jusqu'à des éléments précis issus de l'intelligentsia des premières révolutions européennes. Par exemple, le véritable égyptologue que fut Fabre d'Olivet, authentique précurseur de Champollion, en atteste, et même jusqu'au fantasque Saint-Yves d'Alvèdre, plus proche du XXe siècle. Finalement, il reste à cette inscriptibilité triplement affirmative à subir la contre-épreuve de l'objection ou de la négativité. Autrement dit, consulter ceux qui s'y opposeraient. Eh bien, de cette dernière épreuve s'acquitte-t-elle avec succès, car en marge de sa triple affirmation, aucune donnée scientifique aujourd'hui établie n'y objecte, ni ne s'y oppose, voire seulement la contredit. De sorte que c'est une admissibilité sans réserve qui conclut à l'inscription dans l'histoire de la triple reconnaissance d'Amenophis IV. La conséquence de cette interprétation est à venir, à proprement parler. Mais l'actualité peut, dès à présent, s'instruire de la méthode qui explique une découverte qu'il serait irresponsable de ne pas considérer de nos jours. L'histoire de la psychanalyse montre qu'elle a pu identifier avec ses seuls outils cette fondation peut-être partielle, mais certainement très importante de l'Occident. Et l'histoire de cette psychanalyse, scrupuleusement consignée, montre que c'est une fois cette reconnaissance par ses seules forces accomplies et acquises qu'elle s'est trouvée confirmée par la connaissance que lègue l'hermétisme après coup recouvert. Un tel résultat est un quitus ou un gage de crédibilité qu'on peut porter à cette méthode. Et son aventure intellectuelle montre qu'elle raccorde, rallie ou rassemble des spécialités scientifiques, autrement éparses, au pire rivales et au mieux ignorantes. Au carrefour de ces spécialités, qu'on appelle encore spécies, ce ralliement du savoir,
découvre, non sans surprise, une histoire de pouvoir et même une histoire politique. Or, la psychanalyse n'a rien à faire avec l'homme au pouvoir, car elle est sans effet direct sur la paranoïa. Cependant, elle intervient de première main sur le savoir qui fonde la connaissance humaine. Dans la mesure où la paranoïa dépend de cette connaissance, la psychanalyse résout sa pathologie par ce détour. La psychanalyse peut donc lancer un appel aux scientifiques, qu'ils usent de son aide afin d'unir les forces du savoir. La pathologie de l'humain au pouvoir se dissipera alors dans la connaissance.